la mise en scène de Robert Zemeckis est inexistante. Retour à le futur n'est donc pas un bon film. Mais avant de partir dans le futur... Vous voulez dire le passé? Exact! Il faut que je vous parle de YFood, le partenaire de cette vidéo qui a permis la production. Ah bah c'est sûr que c'est pas l'épinette bretelle de George McFly, hein. Bah non, rigole pas, c'est immangeable tes trucs là. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Alors que YFood, c'est non seulement des dizaines de goûts différents... Banane. Mais bien sûr qu'il y a banane, c'est la vie leur goût banane. Mais il y a aussi saleté de caramel... Banane. Hein? Banane. Mais t'es neuneu ou quoi? Je viens de te dire que oui, il y a banane et... Bonjour à ta maman pour moi. Sale, c'est pareil. Sans déconner, vous pouvez faire des phrases, et non, je suis pas sûr qu'ils aient ça, Mais c'est pas grave, parce que YFood, c'est non seulement des dizaines de goûts, mais également plusieurs gammes de produits. Vraiment génial. Mais bien sûr que c'est génial. YFood, bien entendu, c'est des boissons repas, quand t'as pas le temps, quand t'es toujours sur la brèche, ou juste trop vieux pour mâcher, comme vous avez le droit par exemple. Triple buse. Une bouteille de YFood pour le souper à 18 h, et hop, t'es peinard pour la soirée. C'est équilibré, riche en protéines, et sans ajout de sucre, avec 26 vitamines et minéraux, et ça te cale 3 à 5 heures. C'est bien ça. Mais bien sûr que c'est bien, et bon en plus. Banane. Sinon, pour les petites fins, quand t'es en déplacement sur les chantiers, hop, une barre dans la poche, et t'as tout pareil que la boisson, mais en barre. Vous voyez 12 par sec? Bah les bars YFood, c'est exactement l'inverse. C'est sain, équilibré, vous pouvez les consommer entre les repas, et en plus les bars YFood ne vous saoulent pas H24 avec des blagues de merde, elles te saoulent jamais avec du basket ou avec Armageddon, elles aiment les carlindes, Pardon, je m'égare. Non, les bars YFood, c'est... Désolé d'y revenir. C'est caramel salé et chocolat. Et sinon, bah, t'as aussi les poudres YFood. Ça, c'est un peu le astronomique de leur gamme. C'est un produit, ça t'annonce un truc, mais c'est autre chose que t'as au final. Ouais, faut diluer, quoi. C'est indigeste, sinon faut pas le consommer brut comme ça. Comme astronomique. Ah bon? Ben non, t'es con, faut pas taper dedans direct. Faut diluer, faut mettre de l'eau avant. Si tu manges la poudre comme ça, tu vas te retrouver à parler avec un accent tout bizarre. Bref, vous avez tout en cliquant sur le lien en description, plus 10% de réduction avec le code GENIUS YouTube, et la livraison est offerte pour tous les packs découvertes, bars ou bouteilles. Bon, d'accord, j'y jetterai un œil. Nous sommes le 21 octobre, et ça fait donc aujourd'hui 9 ans que Marty est arrivé dans le futur. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie, et pourtant ça fait déjà 9 ans que c'est passé. Bref, on ne peut pas lancer une vidéo sur Retour le futur sans dire que tout a déjà été dit sur Retour le futur, donc je vais dire quelque chose qui n'a jamais été dit dessus. Alors attention, ça va parler de Cinoche de manière un petit peu plus profonde, hein, c'est pas un génie incompris. Commencez pas à faire vos bourrins. Bien, un peu de contexte. Je suis un gamin des années 80 et j'ai grandi en bouffant du Cinoche. J'enregistrais absolument tous les films qui passaient, la dernière séance d'Eddie Mitchell. Fin des années 90, quand j'étais au lycée, il n'y a pas un mercredi où j'allais pas au cinéma. Entre 2006 et 2010, j'ai dû bouffer genre 300 films par an au ciné. J'achetais les DVD par palette de 10 à 1 € sur ces discounts. Et forcément, le cinéma des années 80, c'était les Schwarzenegger, Gremlins, Star Wars, et bien entendu, un des piliers de cette pop culture naissante, Retour vers le futur. J'ai eu au moins 3 versions des packs DVD à chaque fois qu'il y a une nouvelle version Ultimate Collector de Mes couilles sur ton front qui sortait, je l'achetais. Jusqu'à cette version de Blu-ray Ultimate je sais pas quoi, où mes 3 disques ont fini par planter. Je peux plus les lire, ils sont tous morts. Je sais pas si vous avez des idées, des solutions là-dessus d'ailleurs. Hein. Universal, bonjour. Parce que bon, c'est juste inacceptable. Petite parenthèse, c'est très sympa de vouloir défendre le support physique, mais sur tous mes Blu-ray, j'en ai déjà 5 qui sont morts. Voilà. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, et je vous avoue que j'en ai un petit peu plein le cul d'acheter des trucs qui tombent en rade au bout de quelques années. Et oui, avant les commentaires débiles, j'ai testé bien entendu sur 5 PlayStation différentes, la Freebox, 2 lecteurs Blu-ray de PC, et non, les disques ne sont pas rayés. Ils fonctionnaient parfaitement, dans leur boîte, et au visionnage suivant, plus rien. Surtout que là, c'est les 3 du coffret qui sont morts, hein, à quelques jours d'intervalle. Bref, cherchez pas, hein, le combat contre la dématérialisation, c'est perdu d'avance. Hein. Entre ça, et vu que les gens s'en battent globalement les couilles de la qualité, que ça dérange pas de regarder des DVD dégueulasses sur des télé 4K de 12 hectares, et avec cette espèce d'accélération matérielle immonde là, où pour tout passer en 60 images par seconde, ils voient même pas la différence, et encore moins entre un DVD et de la 4K. J'ai bossé pendant 4 ans à vendre des télé Philips. Les mecs étiraient l'image pour pas avoir les bandes noires en haut et en bas sur les films. Du coup, ils regardaient avec les personnages qui avaient des tronches tout étirées. Qu'est-ce que vous voulez aller défendre des Blu-ray qui coûtent cher et en plus plantent face à la facilité de Netflix, même dans la configuration la plus dégueulasse?
Bref, fin de la parenthèse. Je sais qu'il y a des fans bien hardcore, hein, j'en suis pas encore tout à fait là, mais on peut dire que je suis un peu tapé de cette trilogie. Hein. Et comme tous les gamins des années 80, j'ai découvert Retour à le futur quand c'est passé à la télé et revu grâce à cette merveilleuse invention qui était le magnétoscope. À cette époque, on préparait les cassettes quand un film passait à la télé, on découpait les jaquettes dans le magazine Télécassette, je crois que ça s'appelait, ou je sais plus quel canard c'était, enfin bref, parce que j'avais pas de vidéo future. Chez moi, à la montagne, j'avais la télé, et le voisin du dessus qui avait Canal pour aller mater E.T. ou Rencontre du troisième type. C'est tout. J'ai donc découvert Retour au futur sur cassette enregistré sur TF1 avec les pubs au milieu. Je me souviens encore de la pub pour la Ford Mondeo avec Freddie Mercury qui chantait Barcelona dessus. Donc si on replace dans le contexte, ça devait être au début des années 90, le film avait donc déjà au moins 5 ans, et le 2 et le 3 étaient déjà sortis. Bref, je bouffais du Robert Zemeckis, entre ça et Roger Rabbit, et je me disais que le cinéma c'était quand même vraiment génial. Je m'intéressais à tout, hein, aux réalisateurs, à leurs pattes si caractéristiques, aux scénaristes bien entendu, aux producteurs, aux acteurs, mais surtout aux effets spéciaux, et dans mon tout petit monde de l'époque, il y avait 2 films au-dessus de tous, Retour au futur donc, et Star Wars. Seulement, voilà, un truc me gênait avec Retour vers le futur. Mais j'y reviens un peu plus tard, c'est le sujet de la vidéo en même temps. Je pense que dans ces années-là, j'ai dû mater Retour vers le futur à peu près une trentaine de fois facile. Quasiment tous les mercredis après-midi, avec ma sœur, on se lançait un film qu'on avait enregistré, et 1 ou 2 fois sur 3, ça tombait sur lui. Hein. Et alors quand j'ai appris qu'il y avait un 2e et 3e épisode, à ce moment-là, il n'y a rien qui comptait plus pour moi que de les voir. Mais pour rappel, toujours pas de vidéo future à la montagne. Si ça passait pas à la télé, je l'avais pas. Et quand tu grandis ou le moindre sous compte, t'achètes pas des cassettes comme ça. Mais c'est pas grave puisque ça m'a permis de comprendre un truc important. Ouais, toujours faire d'une mauvaise expérience une force. Et je crois que la première cassette que j'ai achetée c'était Independence Day avec mon propre pognon. Ouais, juste pour pouvoir me remater en boucle la scène de destruction, comprendre comment c'était foutu. Et donc après avoir vu au moins 30 fois Retour le futur premier du nom, j'ai enfin pu accéder à ces 2 suites un soir de 1994 sur une des minuscules télés du bus scolaire qui nous conduisait en direction du Futuroscope. Et là, ça a été une des plus grosses claques pour moi en tant que jeune cinéphile. Les enjeux, ce futur qui me passionnait tant grâce à Akira et Cyberpunk entre autres, les paradoxes temporels, et surtout cette manière de raconter la même histoire mais d'un autre point de vue. Absolument tout m'avait retourné le cerveau. Mais j'avais aussi compris un truc très important à ce moment-là, sans m'en rendre compte, un truc crucial, c'était pas des bons films. Je te demande pardon ? Je me suis pris le chou récemment avec une certaine personne qui se reconnaîtra, et bref, qui ne comprenait pas qu'on puisse payer une place de cinéma pour aller voir un film que j'avais déjà vu des dizaines de fois sur ma télé, comme Scarface, Akira, ou même Dirty Dancing, qui était pourtant un de ses films cultes. La salle de cinéma, pour elle, c'était juste un média comme un autre, hein. Peu importe qu'elle regarde un film dans une salle obscure, sur sa télé, ou sur un pauvre téléphone Oppo, hein. Un film, pour elle, c'est juste un moyen de passer le temps. Sauf que le support, en fait, change radicalement la vision d'une œuvre. Le premier film que j'ai revu au cinéma, c'était bien entendu Star Wars épisode 4 en 1997. J'avais beau avoir vu ce film pareil au moins 30 fois, j'avais vraiment l'impression de redécouvrir quelque chose d'autre. Bon, techniquement, c'était vraiment quelque chose d'autre, puisqu'il y avait tous ces ajouts de grande qualité de George Lucas. La puissance du son, la taille de l'image, la définition, alors qu'on était encore sur de la projection pellicule à l'époque, ça crée vraiment une immersion supplémentaire dans le film. J'ai également revu des films moins spectaculaires, comme Les Tontons Flingueurs par exemple, mais même là, j'avais l'impression de voir autre chose. Alors que, curieusement, Retour vers le futur m'a absolument pas fait cette sensation. Ni le 1, ni le 2. Le 3 un petit peu plus, parce que bon, il y avait des décors de western, etc. Mais même ça, le film était exactement le même que celui que j'avais vu sur ma télé. Et rien de plus à le voir sur grand écran. Alors je précise, c'était avant d'avoir vu l'édition Blu-ray, m'avait marqué par la finesse de la définition. L'image était vraiment beaucoup plus belle, avec beaucoup plus de détails, mais c'est tout. Alors, bien entendu, il est bien évident que tout ce que j'ai raconté jusque-là est purement putaclic. On va pas débattre de ce que c'est un bon film si on sait pas déjà ce que c'est un film. Ah, ouais, je vois ce que vous voulez dire, oui. On s'en bat les reins. Alors, oui et non. Avant que je me fasse cette réflexion, j'avais déjà eu cette sensation bizarre à propos de Retour vers le futur. Et j'aime pas rester sans savoir, sans comprendre. Et de toute façon, ça devrait être comme ça sur absolument tous les sujets, hein. Se mettre d'accord avant de débattre sur la définition de sur quoi on débat. Sinon, ça sert strictement à rien. Hein. Si t'invites 2 gars à un débat pour savoir est-ce que le bateau est polluant, mais que A, pour lui, c'est ça un bateau, alors que pour B, c'est ça un bateau, zéro intérêt de discuter. On parle juste pas de la même chose. Comme je vous l'ai déjà dit, quand j'étais gamin, je bouffais tout le cinéma que je pouvais. Je décortiquais chaque scène de chaque film. Et pour Retour vers le futur, la technique de cinéma même, et j'ai très vite eu l'impression d'en faire le tour. De rien avoir à creuser plus. Encore une fois, surtout sur le premier. Hein. Dans le 2, il y a un petit peu plus à dire techniquement au niveau des effets spéciaux, et puis dans le 3, au niveau des décors, etc. George Lucas, au Festival de Cannes cette année, disait qu'un film, motion picture en anglais, hein, motion voulant dire mouvement, s'il y avait du mouvement, c'était du cinéma. Cinema is the art of the moving image. So if the image moves, then it's cinema. Qu'il fallait arrêter avec les définitions à la Scorsese ou à la Tarantino. Scorsese said he didn't think
of Marvel movies as cinema. Bon, si on suit cette logique, salut les musclés, ça bouge aussi. Ah, je vais pas finir cette phrase. Non, Marvel, ce sont clairement des films de cinéma. Pas forcément des bons, mais des vrais films. Alors que leurs films à eux, je vais pas finir cette phrase non plus. Enfin, je veux dire, The Irishman est sorti sur Netflix, pas au cinéma. Et en plus a bénéficié des effets spéciaux de rajeunissement utilisés justement pour les Marvel. Ironie. Mais c'est vrai que vu la taille de nos écrans aujourd'hui, la qualité du son abordable, la frontière entre le cinéma en salle et le cinéma à la maison est de plus en plus ténue. Mais c'est toujours pas ça. Parce qu'à ce moment-là, le livre 6 de Kaamelott, c'est du cinéma aussi. C'est bien plus cinématographique Kaamelott que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa belle-fille, ses ancêtres, son proptologue, son chien, son contrôleur fiscal, ou son meilleur ami. C'est plus qu'une simple question de technique. Spielberg disait que la différence entre le cinéma et la télévision, c'est que pour le cinéma, on doit enlever tout ce qui ne sert à rien. On a 1h40 à 2h pour raconter une histoire, on peut pas s'emmerder avec des scènes inutiles. La télévision, au contraire, elle, doit combler des trous. On est là, certes, pour raconter une histoire, mais surtout pour tenir un temps précis. Si vous avez une histoire à raconter qui nécessite 30 minutes, ben vous devez quand même tenir les 52 et donc étirer les dialogues, les scènes, etc. Bon, ça c'était surtout vrai avant, les plateformes, depuis HBO notamment, se sont plus tout à fait soumises à ce genre de contraintes horaires de télé à la papa, même si ça reste un petit peu le classique. Encore une fois, c'est très cool, mais selon cette définition, Retour à le futur rentre parfaitement là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il y ait une scène inutile, du blabla pour remplir, ni quoi que ce soit à rajouter. Tout est clair, cohérent, ça enchaîne de manière parfaitement efficace, formant un tout complet. Chaque dialogue sert à faire avancer l'histoire et évoluer les personnages. Et ben arrête de nous casser les douilles alors! Retour à le futur est un super film, point! Et non, parce que toujours cette sensation bizarre que Retour le futur n'est pas un bon film, qu'il manque quelque chose. Et c'est finalement Jean-Luc Godard, via Bruce d'y penser, Je vais m'appuyer sur une citation de Jean-Luc Godard. qui m'a donné la solution à ce qui me chiffonnait depuis tout ce temps. Godard a dit « Il y a le visible et l'invisible. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites. » Bon bah, des os pas des os, mais Zemeckis, pour Retour le futur, ne filme que le visible. Retour le futur n'est donc pas un bon film, mais un excellent téléfilm. Voilà. Je vous laisse aller me lyncher dans les commentaires. Si je prends exemple de ce qui est à mon avis, alors non pas le meilleur en termes qualitatifs, mais en termes définitionnels de ce qu'est un film. Gravity d'Alfonso Cuarón. Gravity est une claque à la fois visuelle et sonore qui ne s'apprécie que dans des conditions d'une salle de cinéma. Le film est littéralement pensé pour être apprécié dans le noir, avec un son très particulier, étudié pour qu'on le ressente plus qu'on l'entende, et une image immense. Enlevez une seule de ces caractéristiques et c'est plus le même film que vous regardez. Gravity avec des écouteurs ou avec le son de la télé, bah, vous perdez une grosse partie de la narration. Et c'est pareil pour Avatar 2, dont j'ai déjà parlé, hormis l'aspect très visuel du cinéma, bah, il n'y a pas grand chose à tirer de ce film. Surtout le 2. Le premier, c'est encore différent dans la construction, mais voilà. Bref, j'en ai parlé dans cette vidéo. Quand les cinémas pâtés, en l'occurrence, puisque bon, j'ai toujours été pâté Gaumont et pas UGC, c'est comme ça, mais bon, de toute façon, ils s'y sont tous mis. Quand ils ont commencé à sortir des films rétrospectifs, j'allais à toutes les séances, justement pour pouvoir découvrir des films différemment de ce que j'avais vu à la télé. Quand j'ai redécouvert Scarface au cinéma, j'ai eu la sensation d'une sorte de moiteur, d'une chaleur qui transparaissait pas sur la télé. Toute l'image était plus intense, la musique, les enjeux, tout était un petit peu plus profond, et j'ai vraiment beaucoup apprécié le film au cinéma, que j'avais déjà pourtant vu au moins une dizaine de fois sur ma télé. Même Dirty Dancing, qui est plus une bluette sympathique, mais sans grands enjeux artistiques à mon sens, forcément avec les musiques, c'est beaucoup plus intense au cinéma. Alors que pourtant, Retour à le futur m'a laissé un vide en sortant. Alors je précise, j'avais vu le 1 lors d'une soirée normale, puis j'ai revu les 3 lors d'une soirée rétrospective un petit peu plus tard. Donc, quand je suis allé à la soirée complète des 3, je me suis préparé différemment pour revoir le 1, sans comprendre ce qu'il y avait exactement. Et de revoir les deux autres en essayant d'occulter cette partie qui m'avait un petit peu déçu, voilà, sans que je comprenne vraiment pourquoi. À savoir donc que je n'avais rien découvert de plus intéressant à le voir au cinéma plutôt qu'à la télé. Rien de plus intense. Aucune plus-value à le voir au cinéma. Alors attention, hein, j'ai adoré le film, tout pareil, en plus j'étais avec mes potes et tout va bien. Hein. Oui, parce qu'il y a des films qui finissent par nous lasser à force de les voir avant de les rekiffer, mais là non, c'était vraiment pas ça. J'ai vraiment apprécié, mais comme le cul vissé sur mon canapé, pas plus. Et quand je regarde la citation de Jean-Luc Godard, eh ben je trouve justement que ça fait sens. Retour à le futur ne filme que le visible, et ça se contente de faire ça. Le voir au cinéma ne vous apportera absolument rien de plus que de le voir chez vous sur une bonne télé, et tout ça tient à une chose simple. La mise en scène de Robert Zemeckis est inexistante. Ouais, je sais, je fais du putaclic exprès. Lynchage, commentaire, tout ça. Alors, la mise en scène. Le truc qui veut tout dire et rien dire, hein, surtout quand tu discutes avec quelqu'un qui a priori n'a aucune idée de ce dont il parle, mais c'est l'arme assez facile pour dire non mais ta gueule, j'ai raison. Non mais je veux dire Star Wars 8, il y a une super mise en scène. Vas-y, sors-moi un exemple de mise en scène sur Star Wars 8, même pas génial, hein, mais juste sympa.
Ah si, oui, il y a le sable rouge sous le blanc qui est... Bref, on va reprendre tout ça un petit peu à la base. La mise en scène, globalement, c'est absolument tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnement, partage. Non. La mise en scène, ça part du choix de casting. Et si t'engages Danny Trejo, c'est que tu veux que sa gueule raconte quelque chose. Le choix des décors, bien entendu, le placement des objets à l'intérieur de ces décors, les costumes, le type de caméra et la focale, si cher à notre fossoyeur de film préféré, jusqu'au montage pour certains réalisateurs. Ouais, parce que le montage, c'est encore un truc à part, c'est une vidéo elle toute seule, tellement c'est particulier. Le montage peut radicalement changer une histoire. George Lucas dit d'ailleurs que c'est dans la salle de montage qu'on raconte les films. N'étant pas moi-même monteur, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais qui suis-je pour contredire George Lucas ? Voilà. Personne. La réponse est personne. Bon, même si très souvent, ça se contente de mettre les prises bout à bout, mais bon, on vous fera une vidéo avec Yann qui, lui, est monteur, ça fait longtemps qu'on vous l'a promise, donc vous l'aurez. Bref, la mise en scène, c'est le placement de la caméra, la lumière, le placement des personnages, le rythme, bien entendu. Même le choix de la couleur d'un cheval peut faire partie de la mise en scène. J'ai passé beaucoup de temps à trouver des chevaux dont la crinière s'accorde à la couleur des cheveux des acteurs. Quand Marc Dacascos montait sur son cheval avec ses longs cheveux noirs et que le cheval avait aussi... D'une certaine manière, ça crée le personnage. Le souci du détail est aussi une façon de rendre compte de la psychologie des personnages, de leur position à l'intérieur du film et du récit. Cette scène de The Artist improvisée par James Cromwell en dit long sur ce qui est en train de se passer pour Georges Valentin à ce moment-là. La scène parle au-delà de ce qu'elle montre au premier abord. Si on prend la scène dans Avenger où ils sont tous réunis sur l'héliporteur pour la première fois, le choix de mise en scène de légèrement pencher la caméra au fur et à mesure inscrit un malaise au-delà de ce que chaque personnage raconte. On sent une tension, quelque chose qui ne va pas inconsciemment. Brian De Palma, par exemple, c'est un maître de la mise en scène avec ses choix de plan séquence ou de split screen. Il va filmer des éléments simultanés mais dans des endroits différents. Il va jouer avec les miroirs pour qu'on voit en même temps deux personnes qui se tournent le dos. Il va utiliser une lentille spéciale pour faire le point sur deux éléments qui ne sont pas sur le même plan. Le fameux ultra classique travelling compensé qui consiste à dézoomer tout en approchant la caméra, ou l'inverse, ça crée un sentiment de malaise immédiat. Pas besoin de l'expliquer, on le ressent. Les perspectives changent, ce qui n'est pas naturel. Débuler la caméra, la pencher, pareil. Ça crée de suite une atmosphère de tension. Parce que dans la vraie vie, si vous penchez la tête, votre cerveau va compenser et vous verrez toujours l'horizon droit. Allez-y, faites-le. Et maintenant que vous avez tous la tête penchée comme des neuneux, allez-y, prenez-vous en photo et vous la postez sur Instagram. Pensez bien à me taguer pour que je puisse vous repartager. Bref, dans la vraie vie, le cerveau compense parce que vous n'avez pas de cadre. Vous voyez à 180 degrés. Mais au ciné, l'image est contrainte. Et donc là, vous voyez ce truc penché et donc vous savez qu'il y a un souci. Alors, dans l'absolu, la manière dont je pose ma caméra, dont j'ai arrangé mon décor et mon placement dans la pièce, même le choix de mon costard, ce sont des choix de mise en scène. Maintenant, de là à dire qu'il y a réellement de la mise en scène dans mes vidéos, au sens où il y a quelque chose à apprendre, non, clairement pas. Le niveau 0, J'ai fait le strict minimum syndical, et globalement, je ne filme pas quelque chose de plus que vous ne voyez pas. Et c'est aussi ce que fait Robert Zemeckis avec Retour vers le futur. Alors avant que vous commenciez à gueuler, à ramener votre science, votre interprétation, à m'insulter parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas à être d'accord ou pas. C'est Robert Zemeckis lui-même qui le dit. Tout est dans cet excellent livre qui retrace toute l'aventure de Retour vers le futur à travers des images d'archives, des témoignages et des notes de production. D'ailleurs, petite parenthèse assez amusante, au tout début du bouquin, Bob Gale, le scénariste donc, fait une petite parenthèse justement à propos de notre mémoire défaillante. Il dit bien qu'il était persuadé à un certain moment de se souvenir de choses très précisément qui étaient en fait radicalement à l'opposé de ce qu'il racontait depuis des années. Donc, quand vous dites que vous vous souvenez très bien des mensonges de l'État à propos du nuage de Tchernobyl, non, ne faites jamais confiance à votre mémoire. Le livre, là, est basé sur des écrits, des éléments tangibles, vérifiables, pas des témoignages altérés par le temps. Ils expliquent très bien dans ce livre que leur budget serré, le recasting de Marty McFly, qui était à la base joué par Eric Stoltz, et clairement leur envie de faire un film juste divertissant, qu'ils sont allés à l'essentiel dans tous leurs choix. Personnellement, je suis surtout attaché aux choix de mise en scène très visuels. C'est pour ça que j'adore De Palma, Fincher ou Cuarón, qui justement vont travailler chacune de leurs images pour raconter une histoire dans l'histoire. Vous pouvez faire pause dans chacune de leurs scènes pour analyser ce qu'ils veulent nous raconter. La fameuse scène de plan séquence dans la voiture des Fils de l'Homme, ça nous raconte quelque chose en plus de ce qui est en train de se passer. Ça rajoute une tension qu'une scène montée n'aurait pas donnée. Je suis moins sensible à Spielberg ou Scorsese, qui sont plus dans la subtilité, plus dans l'inconscient. Attention, quand j'analyse les films, sinon j'adore leurs films aussi, Chez eux, ça nous parle sans qu'on sache pourquoi. Et c'est ce qui m'a toujours manqué dans Retour vers le futur, justement. Globalement, il n'y a pas grand-chose à tirer de la mise en scène. Zemeckis pose sa caméra et les acteurs font ce qu'ils ont à faire. Mais rien de plus à voir. L'intérieur pourri des McFly est analysé à la première image et c'est tout. Ils balancent leur texte, on en apprend un peu plus chacun les uns sur les autres, mais tout passe par le dialogue. Il n'y a pas de mouvement de caméra, de lumière ou de placement des personnages qui font évoluer une scène au-delà de ce qu'on voit au premier abord. Tout est le plus simple, le plus efficace possible, sans fioriture. Par exemple, la scène du début du skateboard, plan large, champ, salut Steven Spielberg, contre-champ, plan large. La rencontre avec Doc, plan large,
champ contre champ, plan large. Quand George étend son linge et que Marty lui explique le plan, la caméra suit les deux acteurs, puis elle se pose et les laisse parler. Un truc qui revient régulièrement dans les Retours vers le futur, c'est ce truc de ne jamais être sur le même plan quand Marty est avec Doc. Il a toujours un temps de retard. Il lui court après. Bon ben ça, par exemple, c'est de la mise en scène. Et dans cette scène, c'est George qui court après Marty. Là, on est typiquement sur un exemple de mise en scène qui nous raconte quelque chose d'autre sans qu'on s'en rende compte, qui renforce le poids de chaque personnage, la hiérarchie. Sauf que, c'est une idée des acteurs eux-mêmes. Dans la version avec Stoltz, Marty est beaucoup plus statique. C'est Michael J. Fox et Christopher Lloyd qui naturellement ont improvisé ça dans l'énergie de la scène. 1, pour montrer que Doc est toujours sur la brèche, toujours en train de courir après le temps, et 2, pour montrer que Marty subit, il est toujours à la ramasse. Ici, Zemeckis reprend cette idée pour montrer que là, c'est George qui subit. Mais si on reprend une des scènes clés, la scène de l'affrontement de George et Biff, plan large, champ contre champ, plan large. Quand Biff sort de la voiture, un choix aurait pu être intéressant de, par exemple, baisser la caméra tout en montant l'angle, de manière à accentuer la taille et la menace de Biff. Mais non, la caméra reste statique, pas de mise en scène particulière. Zemeckis laisse ses acteurs dérouler leur magie. Et au final, tout le film est comme ça. Alors attention, je suis fan absolu de Robert Zemeckis, c'est un technicien et un visionnaire absolument génial. Cette scène devenue culte, c'est du Zemeckis justement. Mais là, il se contente de laisser dérouler son histoire. Limite sans intervenir, sans venir perturber avec une mise en scène qui prendrait le dessus. Dans le 2, il y a pas mal de passages un peu techniques, mais limite c'était la seule option pour raconter son histoire. Quand Biff passe l'almanach à son jeune lui, techniquement, il y a une prouesse. Mais c'est plus un choix technique qu'un choix artistique. Il pose la caméra dans un décor qu'on ne voit pas, il y a juste un arrière-plan flou, il n'y a rien à tirer en dehors de ça. Et c'est donc un système mécanique qui tient l'almanach. Donc on file la partie droite avec le vieux Biff qui fait semblant de le tenir, puis la partie gauche avec le jeune qui le récupère. Mais voilà, c'est un choix technique, le but était juste de trouver le moyen de le filmer, c'est tout. Quand Lucas choisit de filmer Obi-Wan et Anakin comme ça c'est un choix artistique. Il aurait pu avoir un champ contre champ, les filmer face à face, il y avait 1000 manières possibles. Là, dans cette scène-là, il n'y a rien de spécial au-delà de ce qu'on voit. Les éléments vraiment liants de l'histoire sont des touches qui se retrouvent au fur et à mesure des films, comme les extraits de Her Honeymooners qui se retrouvent en 1955, ou le fameux Twin Pine Mall qui devient Lone Pine Mall après que Marty est roulé sur un des deux pins, ou le ravin Clayton qui devient le ravin Eastwood à la fin du 3. Mais c'est pas vraiment de la mise en scène, et surtout pas besoin de le voir au cinéma pour s'en rendre compte. Et même les musiques de Retour vers le futur, tout le monde les connaît et les reconnaît. Contrairement à certaines musiques actuelles que beaucoup ont critiquées, encore une fois comme celle des Marvel, qui se veulent épiques mais qui finalement ne restent pas tellement dans la tête. Mais les musiques de Retour vers le futur, ce sont des musiques de radio. Pas de plus-value particulière à les entendre au cinéma, plus que sur ta télé avec de bonnes enceintes. Encore une fois, le choix de raconter l'histoire ici de la manière la plus simple possible, avec des choix de mise en scène les plus basiques sont privilégiés. Et au final, Retour vers le futur, c'est donc un excellent téléfilm. C'est tout. Retour vers le futur, c'est une synthèse parfaite de choix simples et efficaces qui fonctionnent ensemble à la perfection. L'alchimie entre Doc et Marty est palpable, la personnalité même de Marty parlait à tous les adolescents de l'époque, un jeune juste ce qu'il faut de suffisamment cool avec une copine mignonne et qui fait du skate en écoutant du rock et qui joue de la gratte en plus, et dont les parents se foutent complètement, et qui se lie d'amitié avec un savant au grand cœur. Des dialogues simples, efficaces, qui font avancer l'histoire, et bien entendu le choix de la DeLorean. On pourrait faire un épisode entier là-dessus, tellement il est parfait. N'importe quelle autre bagnole, avec une autre histoire, avec un autre mythe autour de cette bagnole, et le film n'aurait pas fonctionné comme ça. Les autres acteurs, Lea Thompson, Crispin Glover et bien sûr Thomas F. Wilson, sont tous absolument parfaits dans leur rôle. La scène d'exposition est juste nickel, tant les enjeux sont complexes à poser, mais avec une telle énergie mise par Lloyd que ça passe tout seul. D'ailleurs, il le dit lui-même, il avait déjà tourné cette scène avec Eric Stoltz lors du premier casting, et il pensait ne pas arriver à retrouver cette énergie avec Michael J. Fox. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Non seulement ils ont trouvé une nouvelle énergie, mais en plus ils ont eu des meilleures idées, encore plus marquantes, comme le fait donc de se courir après. Sans Michael J. Fox, encore une fois, le film n'aurait pas été le succès qu'on connaît. Le côté science un peu mystérieuse, le subtil dosage de magie, l'attention au montage et tous les éléments de scénario maintes et maintes fois remaniés sur les conseils d'un certain Steven Spielberg, pour justement enlever tout ce qui est inutile, Bob Gale et Robert Zemeckis ont réussi la recette parfaite. Comme le flic de Beverly Hills. C'est pas un grand film, et pourtant il fait partie des scénarios les plus géniaux de l'histoire du cinéma. Parce que tout est simple, tout s'enchaîne. Retour vers le futur n'est donc pas un bon film, c'est un excellent scénario. C'est en mélangeant tous ces éléments-là, sans vouloir spécialement faire un film prétentieux révolutionnant le genre, en se concentrant avant tout sur l'histoire et à la manière de la raconter, qui font que cette œuvre est intemporelle. Je pense pas que Retour vers le futur rentre dans la catégorie des grands films de cinéma, mais au final c'est bien plus que ça. Gravity a été pour moi une des plus grosses claques visuelles et sensorielles au cinéma, mais reste une attraction qui perd beaucoup de sa saveur si toutes les conditions ne sont pas parfaitement réunies. Retour vers le futur, au contraire, le bonheur reste le même, que ce soit sur une vieille VHS rincée par les décennies, une copie dégueulasse sur une plateforme qui s'en fout, un DVD, quand il marche, ou au cinéma, et donc au final est probablement bien plus que juste un film. Retour vers le futur n'est donc pas un bon film,
C'est bien plus que ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a 9 ans, les gens se sont rassemblés dans le monde entier pour célébrer l'arrivée de Marty dans le futur. Le monde entier attendait ça, tous les gosses des années 80 bien sûr, mais aussi leurs propres enfants. Et c'est pas pour rien que les gosses de maintenant continuent de regarder en boucle avec le même enthousiasme que nous il y a 40 ans, alors que contrairement à Star Wars, il n'y a pas d'actualité autour de ces films pour continuer à le faire vivre. Juste une œuvre ironiquement intemporelle, incontournable et probablement qui restera unique dans l'histoire du cinéma. Voilà pour cette vidéo un petit peu spéciale, dites-moi si le format vous a plu dans les commentaires. Le but n'est absolument pas de vous dire si vous avez raison de l'aimer ou pas, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde absolument pas. Si vous vous faites chier devant, ne le regardez pas, vous avez absolument aucune obligation de regarder quelque film que ce soit, quel que soit votre niveau de cinéphilie déclaré. Si vous vous faites chier, vous le regardez pas. Et si ça vous éclate, vous continuez à le regarder. Et tout ce que j'ai raconté avant ne changera strictement rien. Cette vidéo, c'était juste pour parler d'un de ces films pour moi, pardon, de ce téléfilm du coup fondateur pour moi, de prendre un exemple qui parle à tous pour parler de choses que souvent les gens ne maîtrisent pas. Et surtout pour arrêter de se focaliser sur la sacro-sainte mise en scène, qui au final ne veut pas dire grand chose. Si vous avez une histoire mal construite dès le départ, votre mise en scène ne va pas pouvoir la rattraper. Bon, à l'inverse, si vous avez une très bonne histoire avec une mise en scène dégueulasse, ça sera chier aussi. Bon. Ce qui compte, c'est pas l'histoire, c'est la manière dont elle est construite, la manière de la raconter. Et ça peut passer par une mise en scène ultra minimaliste si tous les éléments se lient à merveille entre eux. Raconter une bonne histoire, ça passe par des milliers de petits détails et pas toujours ceux qu'on voudrait qu'ils soient mis en avant. Retour le futur est donc une œuvre majeure parce que même si c'est pas le meilleur représentant du grand cinéma, c'est tout un tas de petites idées géniales qui en font cette œuvre parfaite et intemporelle. Le génie est partout.